Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine continuent d'électriser les débats. Sur la scène internationale, Allemagne, Espagne, Italie et le Royaume-Uni ont dit non. L'OTAN et les États-Unis aussi. Mise en garde de Moscou sur le risque de généralisation du conflit. Sur la scène intérieure, la classe politique se déchire. Des soldats français et occidentaux sur le sol ukrainien. L'hypothèse provoque la colère du Rassemblement national et de sa chef de file Marine Le Pen hier à l'Assemblée. Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Alors on me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité, mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent ? Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée hier, la réponse n'a pas tardé, elle est venue du Premier ministre Gabriel Attal qui accuse le Rassemblement national d'être sous influence directe de Moscou. Vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen. Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Le Premier ministre Gabriel Attal hier à l'Assemblée. Alors, est-ce pour éteindre la polémique ? L'Élysée annonce que l'accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine sera soumis à un débat et un vote du Parlement. Pas de date fixée pour l'instant. Alors même si cela reste une hypothèse assez improbable, on va s'intéresser aux capacités de projection de l'armée française. Pourrait-on envoyer des soldats aux côtés de l'armée ukrainienne ? Eh bien, la réponse est non. En l'état, l'armée française n'en a pas les moyens. Explication William Molinier. Actuellement, seuls 1 millier de soldats français sont stationnés à Tchinkou en Roumanie. Ce sont eux qui seraient capables d'être projetés dans un temps très court, moins de 48 heures sur le front ukrainien. 1000 soldats, c'est évidemment très peu comparé aux 1200 km de front entre l'Ukraine et la Russie. Le plan français prévoit que l'armée de terre soit capable en 2027 de projeter une division, soit 19 000 hommes en moins de 30 jours. Les Polonais, eux aussi, vont gagner en capacité puisqu'ils ambitionnent de devenir en 2030 la plus grande armée conventionnelle européenne, avec 300 000 soldats, mais rien de comparable avec l'armée russe qui compte dans ses rangs plus d'1 200 000 soldats. Globalement, à part les pays baltes, aucun pays européen n'a envie ni n'imagine envoyer des combattants en Ukraine. J'y vois là plutôt un message à destination des Français, un appel au sursaut plutôt qu'une réelle menace envers la Russie, décrypte un haut gradé, d'autant que la France et la Russie sont deux puissances nucléaires et qu'elles n'ont aucun intérêt à ce stade à entrer en confrontation directe. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Hier soir à l'Élysée, on a parlé d'un autre conflit, mais aussi d'investissements futurs à l'occasion du dîner officiel organisé en l'honneur de l'émir du Qatar. Le royaume, acteur clé dans les négociations de cessez-le-feu entre Israéliens et terroristes du Hamas, le Qatar qui s'engage à investir 10 milliards d'euros en France d'ici 2030 dans la transition énergétique, le numérique et les industries de la culture notamment. L'avenir de votre permis de conduire se joue-t-il aujourd'hui à Strasbourg au Parlement européen ? Oui, est-ce la fin du permis de conduire à vie ? Les eurodéputés se prononcent sur une mesure phare, la visite médicale obligatoire pour tous les 15 ans. La disposition prévoit une batterie de tests physiques, visuels et auditifs pour obtenir le renouvellement automatique de son permis, mesure déjà en place chez certains de nos voisins pour des résultats plutôt mitigés. Anne Lavaux, membre de l'association de prévention routière. Il y a un rapport qui a été fait par l'ETSC, European Transport Safety Council, en 2021 et qui démontre que dans ces pays, il n'y a absolument aucun effet sur l'accidentalité. Pour nous, c'est vraiment pas une bonne idée puisque en réalité, vous avez des médecins agréés sécurité routière, des médecins qui ont été formés justement sur ce sujet. Ils peuvent être saisis par le préfet, sur demande d'ailleurs des familles éventuellement. Et en fait, ce dispositif-là est très méconnu. Je pense que si on communiquait davantage et auprès des familles et auprès du grand public sur l'existence de ces réseaux de médecins agréés, ça permettrait aux Français de se faire une idée peut-être plus juste de la nécessité ou pas
d'avoir des visites médicales dans le cadre de la conduite. Anne Lavaux, membre de l'association de prévention routière, joint au téléphone par Alexis de la Fléchère. À 5 mois de la cérémonie d'ouverture, l'affaire laisse perplexe. On apprend que les plans de sécurisation des Jeux Olympiques ont été dérobés dans un train. Une sacoche vidée d'une partie de son contenu, un ordinateur et 2 clés USB dans la nature. Son propriétaire, un ingénieur de la mairie de Paris, s'en est aperçu au moment de quitter le train qui assurait la liaison Gare du Nord-Creil. Précision, il s'agit des plans de sécurisation de la police municipale. Une enquête a été ouverte. Aux États-Unis maintenant, 2 primaires dans le même État. Donald Trump et Joe Biden remportent chacun le Michigan. Oui, résultat encore provisoire, mais le dépouillement a suffisamment avancé pour que Donald Trump annonce sa victoire chez les Républicains. Dans le camp démocrate, victoire aussi pour Joe Biden, mais en demi-teinte. Cet État à forte population musulmane s'est assez peu mobilisé. Son soutien à Israël n'y est peut-être pas étranger. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, alors le Michigan, c'est l'État américain qui abrite la plus grande proportion d'arabo-musulmans du pays. Une communauté qui avait voté massivement pour Joe Biden en 2020. Pourtant, depuis des mois, un mouvement baptisé « Abandonner Joe Biden » a pris de l'ampleur sur place en réaction à la position américaine vis-à-vis d'Israël. La consigne pour la primaire, c'était de voter sans préférence, une option disponible sur les bulletins de vote. Une position soutenue sur les réseaux sociaux par la représentante démocrate du Michigan au Congrès, Rachida Tlaib. J'étais fière d'aller voter sans préférence. Quand 74% des démocrates du Michigan soutiennent un cessez-le-feu, c'est comme ça que nous pouvons utiliser notre démocratie pour dire « écoutez la majorité des Américains qui disent assez ». L'ampleur de ce vote sans préférence est un coup de semonce. Joe Biden avait remporté le Michigan en 2020 par 150 000 voix. Et la communauté musulmane locale, eh bien, ce sont 200 000 électeurs. Alors bien sûr, dans un duel face à Donald Trump, Joe Biden reste le candidat du moindre mal pour les Américains arabo-musulmans. Encore faut-il que ces derniers se déplacent aux urnes, ce qu'ils menacent de ne pas faire si le président n'infléchit pas sa politique. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Retour en France, le Sénat se penche sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Pour y faire son entrée, le texte doit être adopté en des termes identiques dans les 2 chambres du Parlement. C'est donc sur la version votée par l'Assemblée nationale le 30 janvier que les sénateurs devront se prononcer. La disparition de Jean-Pierre Soisson, l'une des figures de la Ve République, ancien maire d'Auxerre, il a d'abord été ministre sous la présidence Valéry Giscard d'Estaing entre 1974 et 1981, avant de rompre avec les centristes pour rejoindre la gauche. Il fut notamment ministre du Travail, puis de la fonction publique lors du second septennat de François Mitterrand. Jean-Pierre Soisson avait 89 ans. Et puis le football, les Lyonnais qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France hier soir. Oui, la joie du Groupama Stadium après le tir au but raté des Strasbourgeois. Victoire de Lyon, 4 tirs au but à 3 hier soir. Joie des supporters, je vous le disais, et du milieu de terrain, Maxence Cacré. Il y a de la joie, une immense fierté, parce qu'on avait à cœur de gagner ce match. On est très content et très fiers. Quand on est en demi-finale de Coupe de France, on y est pour la remporter. On sait que ça va être compliqué, parce qu'il reste de bonnes équipes, mais c'est un objectif. Clairement, on ne va pas s'en cacher. On fait partie de ces équipes, donc ce sera à nous d'être concentrés et de faire les meilleurs matchs possibles pour essayer d'atteindre cet objectif. Le milieu de terrain lyonnais, Maxence Cacré, la suite des quarts de finale ce soir, Rouen-Valenciennes, match à 21h. Merci beaucoup Christophe Labarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Est-ce qu'on va bientôt inaugurer à Bercy un comité de la hache, vous savez comme l'appelait Valérie Pécresse pendant la campagne, un comité de la hache dans les dépenses publiques. Ah oui, Gabriel Attal hier a suggéré qu'il était temps de couper dans les dépenses sociales, la santé, l'assurance chômage, le retour du rabot. On va en parler avec Nicolas Bouzou dans 10 minutes. Juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, Mostafa Salan, c'est le chauffeur de taxi qui a été pris en otage et qui a bien cru son heure venue en 2018.